Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Quelques petites phrases pour commencer. Pas d'élection avec la machine à voter. Pas de machine à voter. Pas d'élection dans le délai. Véritable dialogue de sourds entre la CENI et une bonne frange des partis d'opposition. Autre actualité, à la une, le statut d'ancien chef d'État. La loi a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Ce sont les députés de l'opposition qui ont dénoncé une visite de procédure. Par ailleurs, l'auteur de la loi, Modeste Moutingal, sénateur, ne reconnaît pas la version sortie de la Chambre basse qui a élargi, selon lui, les avantages à d'autres personnalités du régime pour, dit-on là-bas, service rendu. Le chef de l'État parle demain, sauf imprévu, un grand oral devant les deux chambres réunies en congrès. Mais comme personne n'est dans la tête de Joseph Kabila, on essaie de jouer les prophètes sur ce qu'il va dire. Au MLC, on sort d'un congrès qui a consacré Jean-Pierre Bemba, candidat président de la République. Vous le savez, comment se prépare le parti à ces élections? J'en parle avec Régis Landry-Kassouma. C'est un cadre du MLC et il est candidat, député provincial. Je ne sais pas s'il fallait que je le dise ou pas. Monsieur Kassouma, bonsoir. Bonsoir. Candidat ou pas? Candidat. Je sens une hésitation. Non, il n'y a pas d'hésitation, sauf que je devrais l'annoncer officiellement avec ma base. Mais vous avez pris le devant. Quoi qu'il en soit, on a déjà clôturé le dépôt de candidature. Vous avez déposé votre dossier ou pas? Il n'est pas encore déposé, donc c'est pour les prochaines avenirs. Ah, donc ce n'est plus pour les ce n'est pas pour ce n'est pas pour les provinciales, c'est plutôt pour le niveau national. Ah, ok. Oui. Bon, déjà, on vous souhaite beaucoup de chance. Merci. Quand le gouvernement accorde si facilement un passeport diplomatique à Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une procédure tout à fait normale. Vous le savez, Jean-Pierre Bemba est sénateur de la République démocratique du Congo. Il s'est retrouvé dans un moment de difficulté qui lui a pris 10 ans. Et 10 ans après, son passeport a bel et bien expiré. Donc maintenant qu'il est disponible, il a écrit au président du Sénat qui a enclenché les démarches et puis normalement, il a reçu son passeport. On sent un rapprochement en vue entre le régime en place et Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas senti ce rapprochement-là, madame, malheureusement. Et je pense que nous sommes dans une logique des choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille à ce propos, mais je crois, si nous parlons de la question du passeport, que c'est la procédure normale, donc il n'y a pas raison à supputer ou à créer des rumeurs sur la question. On fait le parallèle avec ce qui se passe avec Moïse Katumbi, qui a des difficultés, des soucis pour renouveler son passeport, alors que pour Jean-Pierre Bemba, ça s'est fait juste en claquant des doigts. Je m'associe à la peine du président Moïse Katumbi, que je ne comprends pas pourquoi il est dans cette difficulté, mais les cas d'espèce sont différents. Pour le cas de Jean-Pierre Bemba, c'est qu'il avait un problème à la CPI qui lui a pris 10 ans, il n'a plus de passeport, il a fait sa demande et normalement il a eu son passeport. Pour ce qui est du président Moïse Katumbi, pour qui j'ai beaucoup d'estime, je souhaite et je pense que dans les jours à venir, nous trouverons une question à ce problème-là parce que nous de l'opposition estimons et demandons et voulons que tous les fils et filles de ce pays soient au même rang avec la possibilité d'aller aux élections. En parcourant votre web, je suis tombé sur cette déclaration. Nous sommes ouverts, mais ça n'enlève pas notre appartenance à l'opposition. Le nous, là, c'est le MLC. Donc le MLC est ouvert, mais ça n'enlève pas notre appartenance à l'opposition. Madame, vous savez, le MLC aujourd'hui est dans une posture ou dans une logique de républicain. Nous nous disons, parce que fort d'être de la conviction d'être le prochain parti à diriger le pays, nous savons qu'une fois à la tête de la nation, nous ne devrons pas, pour des raisons personnelles, poursuivre X ou Y. Nous devons, nous en tant que républicains, nous en tant que parti leader de la République, nous ouvrir à toutes les structures d'encadrement des Congolais, à tous les partis politiques des Congolais. Et ceux-là, chacun de sa famille,
que ce soit le pouvoir, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la société civile. Chacun peut parler avec le MLC, mais je précise, parce que depuis 48 heures, on me parle du mot partenaire. Le MLC n'est en rien partenaire avec aucun parti de la majorité présidentielle. Le MLC est un parti d'opposition et le demeure et restera jusqu'à la victoire des élections prochaines. Parti de l'opposition, et nous, avec les partis de l'opposition, je parle de l'UNC, je parle de l'UDPS, je parle de Congo-Nabisso, je parle d'ensemble, et tous ceux qui sont disponibles à travailler avec nous, nous allons continuer notre lutte pour aller à la victoire des élections et enfin, dans ce pays, le Congo, vivre la première alternance politique à la tête de la République démocratique du Congo. Et selon le calendrier électoral, j'ai jeté un œil, c'est le 12 janvier 2019. Jusqu'où ira cette ouverture à laquelle vous faites allusion dans votre déclaration que j'ai reprise ici? On se rappelle que le MLC avait été aux concertations de 2013. Et puis, après les concertations, il y a eu une sorte de message contradictoire. Merci madame. Vous savez, le MLC a participé avec l'accord de son président Jean-Pierre Bemba Gombo aux concertations. Et à la fin de ces concertations, il y a eu toute une liste de recommandations qui ont été faites au gouvernement parce que nous avons estimé que nous, en tant que fils du pays, nous pouvions mettre toutes les intelligences et les énergies ensemble pour contribuer à ce que nous puissions quand même relever la pente de la nation, parce que le Congo déjà allait mal en ce moment-là, et aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est encore de pire en pire. Nous avons participé aux réflexions, il y a eu toute une liste de recommandations qui malheureusement n'ont pas été suivies. Si aujourd'hui, il faut faire une évaluation de ces travaux-là, on se rendra compte que, entre guillemets, c'était du temps perdu. Et à la sortie de ces assises, le MLC a été remercié de la manière que vous savez, c'était plutôt par des débauchages. Voilà pourquoi nous avons refusé... Des débauchages ou des gens qui ont dit qu'ils avaient le feu vert du chairman pour entrer au gouvernement? Je peux vous confirmer qu'ils n'avaient pas ce feu vert du chairman. Pour entrer au gouvernement? Ils seraient encore au MLC. C'est ainsi que Thomas Louaka, Jamien Kambinga était devenu ministre. C'est ainsi qu'ils se sont auto-exclus du MLC. Et nous nous sommes retrouvés au dialogue de la Saint-Sylvestre. Déjà, je précise, que ce soit dans les concertations, que ce soit au dialogue de la Saint-Sylvestre, le MLC y allait pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes qui se posaient à la nation. Nous n'avions jamais, en cet instant-là, ni aujourd'hui ni demain d'ailleurs, besoin de partager le pouvoir avec le pouvoir de Kabila, le président de la République. Nous disons que le gouvernement actuel a un bilan négatif qui le suit depuis 1997, il va continuer dans sa logique de l'AFDL jusqu'à la fin de son mandat. Et nous viendrons à la tête du pays après avoir gagné les élections de manière pacifique. Et nous ferons le 12 janvier 2019 la passation de pouvoir. En ce moment-là, nous et notre coalition serons à la tête de la nation, mettrons en exécution notre programme du gouvernement et avec le peuple congolais, nous irons vers le développement. Donc, nous n'avons pas vocation à travailler avec le pouvoir actuel. Vous dites que le régime en place devrait assumer seul son bilan négatif, ce sont vos termes. Jean-Pierre Bemba partage quelque part ce bilan. Il a été vice-président de la République après le dialogue de Sun City. Jean-Pierre Bemba, après les accords de Sun City, a participé au gouvernement que nous avons appelé le 1+4 et ça leur a pris 3 ans. 3 ans pendant lesquels, si vous avez des moyens de recherche, vous allez vérifier au poste qui nous était confié, il y a eu des améliorations, surtout sur le plan économique. Et le gouvernement qui est venu après, de 2006, les gouvernements d'ailleurs, parce que je parle de Gizenga 1 et 2 et Mozito, ont bénéficié d'une certaine stabilité du cadre macroéconomique. Vous savez très bien qu'en ce moment-là, le taux, par exemple, du dollar, pour parler simple, était stable et il a perdu un peu de la pédale dans les gouvernements qui ont suivi. Nous avons bel et bien participé à cela et nous avons un actif. C'est d'ailleurs
se basant sur cet actif-là que le peuple congolais peut continuer à avoir confiance à Jean-Pierre Bemba. C'est se basant sur cette expérience que le peuple sait qu'avec le président Jean-Pierre Bemba à la tête du pays, il y aura de la rigueur, il y aura de la discipline. Jean-Pierre Bemba est ouvert, pas en fonction d'un certain tribalisme ou des choix purement familiaux. Nous mettons au premier plan la compétence et la méritocratie, les valeurs. Voilà ce que nous sommes. C'est curieux de dire ça parce qu'on se rappelle à l'époque des slogans hostiles au 1+4 pendant les manifestations violentes 1+4 égale 0. Ça veut dire que l'opinion était convaincue que ça ne marchait pas non plus. Vous savez, madame, nous sommes aujourd'hui dans la démocratie. Si 90% des personnes pensent une chose et que vous, dans les 10%, pensez le contraire et que cette résolution est passée, vous êtes tous mis dans le lot de 100% qui ont voté la résolution. Donc nous avons un actif, nous avons des choses qui ont été faites et le peuple congolais s'en est souvenu et l'a démontré dans son vote en 2006. Donc si on a dit 1+4 égale 0, je pense qu'ils avaient effectivement raison. Mais aujourd'hui, il a été démontré que Jean-Pierre Bemba a été tiré du lot et c'est le seul qui continue, c'est le seul qui il y a encore le crédit du peuple congolais. Tous ceux qui étaient avec lui dans ce gouvernement, aujourd'hui, sont dans des postures différentes. Jean-Pierre Bemba, candidat du MLC, consacré au Congrès, il est en attente concernant sa deuxième affaire de corruption de témoin devant la CPI et qui n'a pas encore fixé de date. Comment vous envisagez sa candidature ici, sur terrain? Le second procès, c'est pour la subornation de témoins. Et nous attendons sereinement ce verdict. Entre-temps, cela n'empêche pas au président Jean-Pierre Bemba de venir au pays pour poser sa candidature, comme ça se fera d'ailleurs dans les jours à venir. Son retour est imminent, Jean-Pierre Bemba est éligible, il viendra, il posera sa candidature, il va compétir et il sera élu président. En attendant cette date de la CPI où sera annoncé le verdict? Oui, les choses se passeront... En attendant cette date, il ne peut pas quitter la Belgique. Le président Jean-Pierre Bemba a annoncé lui-même par téléphone au congrès du MLC son retour imminent et sans aucune condition de la part de la CPI parce qu'il a quitté sa cellule, il est libre aujourd'hui, il est chez lui en famille et la seule condition qu'il a pour se présenter ici, c'est de donner un numéro de téléphone sur lequel il sera joignable. Je ne sais pas si on a eu les mêmes informations de la CPI. Dans la première affaire, il a été acquitté, mais totalement. Dans la deuxième affaire, oui. Il est dans une sorte de liberté provisoire. Madame, le président Jean-Pierre Bemba, parce qu'il y a eu deux affaires. Ouais. Dans l'affaire principale, il est acquitté. Okay. La seconde affaire est la dérivée de la première affaire, mais la CPI ne les a pas mises ensemble. Elle les a séparées. Maintenant, dans la seconde affaire, le président Jean-Pierre Bemba, bénéficiant de l'acquittement dans la première affaire, logiquement, on s'attend à quelque chose de semblable dans la seconde affaire. Mais en quittant sa cellule, le président Jean-Pierre Bemba a bel et bien le droit de revenir au Congo pour exercer sa politique. Voilà pourquoi je vous annonce que son retour est imminent et il reviendra pour déposer sa candidature aux élections présidentielles en RDC et il est éligible, il sera élu. Rien ne l'empêche que ce soit lui-même physiquement, que ce soit avec la CP ou bien que ce soit avec les lois en RDC. Vous réagissez comment quand vous entendez des gens dire que Joseph Kabila peut se servir du retour de Jean-Pierre Bemba au pays? Vous savez, madame, je n'y donne pas assez d'importance parce que je sais que c'est de la pure folie, madame. Ça ne peut pas arriver. Jean-Pierre Bemba et le MLC n'ont pas lutté 20 ans durant pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous contenter d'un certain poste de primature. Jean-Pierre Bemba a lutté avec son peuple congolais. Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans à la CPI. Ce monsieur est doté d'une force et d'une capacité extraordinaire de résistance. Maintenant qu'il est sorti avec les mêmes idées qu'il avait, celle de conduire, celle de diriger le pays, celle de redorer le blason du Congo, parce que vous savez aujourd'hui que le Congo n'est plus l'État qu'il était, disons, il y a 30 ans. Le Congo va mal, et sur tous les plans. Jean-Pierre Bemba va travailler pour que nous puissions mettre en place
notre programme du gouvernement avec un budget ambitieux, pas un budget de moins de 5 milliards de dollars, tandis que les Angolais sont jugés à 45 millions, 10 fois le budget de la RDC. Nous allons nous travailler. Et cela est prévu dans notre programme de gouvernement. Si c'était la prochaine question, je vous demanderai d'attendre dans les jours à venir. Il sera rendu public ce programme et vous verrez que nous avons cette ambition de développer le Congo. Nous avons réfléchi sur les moyens d'y arriver et nous allons y arriver. Quand il parle, par exemple, à des gens qui ont quitté le MLC, il en parle en quels termes? Je fais allusion à Olivier Kamitatou, Thomas Louaka, Chama Kambinga, Alexis Tambemamba, José Ndondo, etc., etc. Lors du 3e congrès du MLC, il y a eu une commission qui a statué sur les questions disciplinaires. Et dans ces résolutions, il y a eu 2 volets. Il y a eu notamment concernant les intégrations. Pour intégrer le MLC, il faut le faire à partir de la base. Se procurer sa carte et puis œuvrer au sein du parti. Et en ce qui concerne les demandes de réintégration, elles seront examinées au cas par cas. Mais bien sûr, le président Jean-Pierre Bemba, via le secrétaire général et ses secrétaires généraux adjoints, ont communiqué dans le sens du pardon, où nous disons que tous ceux qui ont persécuté à un certain moment, d'une manière ou d'une autre, le MLC, ont été pardonnés. Mais cela ne veut pas dire que parce que les gens ont été pardonnés qu'ils ont une absolution totale ou bien un retour automatique au MLC. Non, c'est qui auront exprimé ce besoin de revenir au parti verront leur demande être examinée au cas par cas. Les gens que j'ai cités ici, je doute fort qu'ils aient envie de revenir au MLC. Je voulais juste parler des rapports que vous entretenez avec eux. Vous les considérez comment? Vous avez vu M. Sessanga au congrès du MLC? Cela dit tout. Ok. On va reparler de la CPI de ses 20 ans. C'était hier. Une cour très controversée. 26 affaires à son actif, 32 mandats d'arrêt, dont 15 exécutés. Et sur les 32 mandats d'arrêt émis, tous ont été émis pour des Africains, 6 prisonniers en détention. Quelle est votre perception de la CPI qui fêtait ses 20 ans hier? Vous savez, madame, comme vous l'avez vous-même dit, qu'elle est très controversée, la Cour pénale internationale. Nous, au MLC, depuis le début de cette affaire, avons toujours clamé que le président Jean-Pierre Bemba était clean et qu'il n'avait pas de raison d'être condamné dans cette affaire-là. Nous avons souvent estimé à un certain moment qu'il y a eu une influence politique sur ce dossier purement judiciaire. Et aujourd'hui, avec ce verdict qui a été rendu dans l'affaire Bemba, au MLC, nous disons, nous ne voulons plus refaire le procès, nous ne voulons plus reparler de la CPI. Mais elle est controversée, mais c'est quand même bizarre que la plupart des affaires soient toutes orientées vers l'Afrique, et c'est quand même bizarre qu'il y ait certaines coïncidences avec les politiques intérieures et comment se passent les choses au niveau de la CPI. Mais nous pensons qu'au moment opportun, le MLC devra réfléchir sur la question et prendre des positions claires. Il y a Nicolas Tiangaya, un ancien avocat auprès de la justice internationale. Il a été Premier ministre en Centrafrique, a dit ceci: l'ensemble des accusés qui sont poursuivis devant la CPI sont des Africains et cela porte atteinte à son universalité. Je suis d'avis, et si vous voyez comment sont orientées les affaires, il y a vraiment beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions à se poser. De là, moi, ici, sur ce plateau du MLC, remettre en doute la CPI, je ne vais pas m'hasarder. D'autant plus que l'acquittement de Jean-Pierre Bemba vous est favorable. C'est normal que vous ne puissiez pas dire du mal de la CPI. D'autant plus que le président Jean-Pierre Bemba a encore une affaire qui court et nous n'avons aucun intérêt à créer un certain antagonisme entre MLC et CPI. Mais cela ne nous enlève pas une certaine objectivité, comme je viens de vous le dire dans mon propos précédent, que effectivement la Cour est très controversée. Effectivement, la manière dont sont orientées et conduites les affaires à la CPI nous pousse à nous poser des questions, mais ce n'est pas nous qui allons faire sur ce plateau l'évaluation de la CPI.
Il y a des États qui ont quitté le statut de Rome, le Burundi notamment. Il y en a qui ne l'ont jamais signé, si je ne me trompe pas, le Rwanda, les États-Unis. Vous serez prêt à soutenir une démarche dans ce sens pour que la RDC quitte la CPI? Je venais de dire qu'au moment opportun, le MLC, une fois au pouvoir, réfléchira sur la question. Mais en ce qui me concerne personnellement, je pense que je serai tenté par une telle décision. On va parler des élections dans leur mise en place. La machine à voter est très contestée. Et parmi les résolutions de votre congrès, vous avez réitéré votre non à cette machine. Et à la CENI, on dit que s'il n'y a pas de machine à voter, il n'y aura pas d'élection à bonne date. Ce qui fait qu'on est dans une sorte d'imbroglio. Vous savez, madame, dans le calendrier du 5 novembre 2017 publié par la CENI, nulle part il ne figure l'achat, l'acheminement ou la livraison des machines à voter. Par contre, dans ce calendrier, on nous parle d'impression des bulletins papier. Et au moins que vous ayez une information contraire, c'est le dernier calendrier qui est en vigueur au niveau de la CENI. Donc, la machine à voter déjà n'était pas prévue à ce stade-là. Mais aussi, la loi électorale de la République démocratique du Congo dit que pour modifier le mode de vote, il faut qu'il y ait un certain consensus créé sur la question entre les parties prenantes aux élections, notamment la majorité au pouvoir, la société civile et l'opposition. Cela n'a jamais été fait et cela n'est pas le cas actuellement. La CENI est en train de nous imposer un mode de vote. Nous n'allons pas nous laisser faire, madame. Nous disons que nous n'allons pas non plus boycotter les élections. Parce que si c'est de ce côté-là qu'on nous attend, cela n'arrivera pas. Le MLC et les partis d'opposition, nous irons tous aux élections et nous allons voter le 23 décembre sans la machine à voter. Pourquoi sans la machine à voter? Encore, madame, sur le plan de son utilisation, nous sommes susceptibles d'avoir beaucoup de difficultés sur le terrain, déjà pour voter, mais en plus, pour suivre les résultats. Le peuple congolais aujourd'hui, vous et moi, nous avons peut-être accès aux smartphones et aux nouvelles technologies, mais ceux qui sont dans des coins reculés n'ont pas cette chance-là de pouvoir avoir accès aux nouvelles technologies d'information. La campagne menée par la CENI pour la vulgarisation de la machine à voter ne se fait qu'au sein des partis politiques et puis au sein des autorités. La population, ma grand-mère au village, par exemple, n'est pas initiée à cette technologie-là. Nous avons aussi donné des pistes de solutions parmi lesquelles nous avons dit, au lieu de nous imposer sine die la machine à voter pendant les élections de 2018, nous pouvons créer des zones tests. Parmi ces zones tests nous permettront de tester la machine à voter, de voir comment elle réagira, et ça dans l'optique de l'utiliser maintenant partout en RDC lors des élections de 2023. Entre-temps, nous aurons 5 ans de vulgarisation de cet outil, 5 ans de tests et de calibrage de la machine à voter pour avoir un résultat qui soit totalement efficient. Parce que tel qu'elle est présentée aujourd'hui... La tester sur quelles élections, par exemple? Dans 5 ans, nous pouvons organiser des élections tests, par exemple. On va dans un village où on teste la machine, tout ça. Il y a des moyens de faire des simulations, il y a des moyens de... La CENI répond justement qu'elle est sur le terrain, dans différentes associations, dans les écoles, pas que dans les partis, comme vous l'avez dit ici. Dans les partis politiques, auprès des autorités, dans les assemblées. C'est là qu'elle s'arrête. La CENI ne va pas au marché. La CENI ne va pas voir le paysan, la maraîchère. C'est cette couche-là qui est plus nombreuse. C'est cette couche-là qui est la plus visée. C'est cette couche-là qui viendra voter. Ce n'est pas que les autorités, ce n'est pas que les gouverneurs et ministres provinciaux, madame. Donc, nous avons demandé que nous puissions aller dans ce secteur-là, sur ce terrain-là, de manière à ce qu'en 2023, nous puissions voter avec la machine à voter, après avoir eu un consensus entre toutes les parties prenantes, après avoir eu des mécanismes de suivi des résultats. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y aura 110 000 machines à voter.
Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y en aura pas 111 000 et que quelqu'un sera chez lui en train d'imprimer les bulletins et puis de les déposer dans les urnes? Il n'y a pas que la machine à voter qui pose problème. Il y a aussi la sécurisation, par exemple. Lors de la tripartite qui n'était pas encore clôturée pendant qu'on faisait cette émission, tripartite SENSA, gouvernement, CNI, on a évoqué le problème de la sécurisation. Pour les 90 000 bureaux de vote, il faut à peu près 180 000 policiers, c'est-à-dire 2 policiers par bureau de vote. Pour l'instant, il n'y a que 100 000 policiers de disponibles, il en faut 80 000 de plus. Et ça, c'est un autre casse-tête. Vous savez, madame, à un certain moment, nous devons être responsables. La République démocratique du Congo ne nous dira pas qu'elle est incapable de sécuriser ses élections. Le gouvernement a tenu à financer les élections. Le gouvernement a tenu à assurer tout ce qui est des questions logistiques et consorts. La sécurité des élections revient au gouvernement. Il n'y a pas assez de policiers, semble-t-il. C'est ce qu'on a entendu à la tripartite. Et il y a l'armée, il y a des services de renseignement, il y a des services spéciaux. Le gouvernement devra prendre les dispositions pour sécuriser ces élections-là. Et s'il pense qu'elle n'est pas capable de sécuriser ces élections, pour nous, ça tombe bien qu'on nous le dise officiellement, clairement, comme ça les partis politiques de l'opposition prendront des dispositions pour sécuriser ces élections. Et ça, c'est pas dit dans la loi électorale. C'est vous qui avez évoqué la loi électorale tout à l'heure pour fustiger la machine à voter. Madame, nous sommes dans une situation de force majeure. Si l'État n'est pas capable de sécuriser les élections, que voulez-vous nous dire? Que voulez-vous nous dire? Comment est-ce que dans un bureau de vote, il faut qu'il y ait 2 policiers? Dans un bureau de vote, il faut qu'il y ait 2 policiers. Et ces policiers-là vont travailler du matin au soir sans qu'il n'y ait système de relais, sans qu'il n'y ait de pause. Ça se passera comment, madame? Il faut poser cette question aux responsables de la sécurité. Voilà encore une preuve d'irresponsabilité. À part la machine à voter, il y a les 16%, c'est ça, d'électeurs inscrits sans empreinte. Oui, c'est une question qui fâche et qui pose problème, parce que nous ne comprenons pas comment il peut y avoir 16%, 16,6% pour être précis, d'électeurs sans empreinte dans la machine à voter. Comment il peut y avoir 2% des cartes non imprimées qui ont quitté la CENI et qui ne sont jamais revenues? Comment il peut y avoir des cartes qui sont remises aux mineurs et même aux bébés? Voilà pourquoi nous, les partis d'opposition, avions demandé en son temps qu'il y ait une commission d'audit des partis politiques mélangée avec l'OIF et la CENI pour que nous puissions travailler sur le fichier électoral, en détecter les anomalies, nous retrouver autour d'un cadre technique pour discuter et y apporter des solutions. Le MLC, le UNC ont même envoyé des listes et jusqu'aujourd'hui, cette opération n'a jamais eu lieu. Maintenant que nous avons des électeurs qui posent problème, madame, il faut que la CENI fasse un choix courageux, qu'elle nous dise si ces électeurs ne sont pas en mesure de voter. Il faut prendre des options. Soit ils sont rappelés pour être enrôlés une seconde fois, soit ils sont carrément éradiqués du fichier électoral. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec des portes entrouvertes de cette sorte-là, parce que c'est donner libre cours à la CENI, c'est donner libre cours à la majorité présidentielle, qui serait d'une certaine connivence avec la CENI pour tricher les élections. Et ça, nous ne voulons pas que ça arrive. Parce qu'il est démontré noir sur blanc que quel que soit le candidat qui sera présenté par la majorité présidentielle, elle perdra ces élections. Elle les perdra pourquoi? Parce que le peuple n'est pas avec lui. Elle les perdra parce que la majorité présidentielle a un bilan totalement négatif. Rien n'est fait, rien ne marche. Que ce soit les 5 chantiers, que ce soit la révolution de la modernité, tout cela n'est resté qu'utopie et un rêve. Aujourd'hui, le peuple a besoin d'autre chose. Et l'autre chose, nous allons l'apporter, ce Congo nouveau. Ce Congo grand et fort et sûr, qui sera une nation qui va influer la sous-région et même l'Afrique tout entière de par son développement.
Pas de machine à voter, pas d'élection dans le délai. J'ai dit Corneille Nangaa qui préside la commission électorale. Ça veut dire quoi? Si l'opposition reste catégorique sur le rejet de la machine à voter, la CENI va capituler et il n'y aura pas d'élection au 23 décembre prochain. Le président Corneille Nangaa n'a pas vocation à nous imposer un mode de vote ni des résolutions. Oui, là, ça, vous l'avez dit, ça veut dire qu'il n'y aura pas élection. Les élections, selon lui, la CENI existe, madame, pour nous aider, nous, les politiques, à avoir des élections et que le peuple puisse nous départager, nous qui sommes des bords différents. Le président Corneille Nangaa est là à notre service, nous partis, nous classes politiques, nous sociétés civiles, nous peuple congolais. S'il pense qu'il n'a pas les capacités nécessaires à nous ramener vers les élections sans la machine à voter et le 23 décembre, il n'a qu'à démissionner pour que quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Et des Congolais avec du potentiel, il y en a. Ils peuvent le remplacer avec le timing qui reste. Si le Imaginons par l'absurde que Corneille Nangaa démissionne, si le gouvernement, connaissant la classe politique congolaise, on va encore passer des mois à se choisir un nouveau président de la CENI. Madame, ce qui va retarder. Madame, si le gouvernement s'emploie à enfin financer les élections, parce qu'il nous reste 5 mois et jusqu'à aujourd'hui, les élections ne sont financées qu'à hauteur de 45%. Si enfin nous mettons les moyens avec le temps qui passe, qui reste, pardon, nous allons organiser les élections, même sans Corneille Nangaa. Le statut des anciens présidents, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Une plénière boycottée au bout du compte par les députés de l'opposition qui protestaient contre la manière dont les choses se sont passées, etc. Et cette loi ne se limite pas aux anciens chefs d'État, mais elle englobe également des personnalités, les présidents des deux chambres, certains responsables haut placés. Et c'est ça la question qui fâche. Vous savez, madame, cette loi, déjà de par sa nomenclature, est appelée loi sur le statut des anciens chefs d'État élus. Je pense que ça devrait se limiter à ce niveau-là. S'il y a au sein du régime des gens qui se reprochent de quelque chose et qui ont besoin d'une certaine immunité, il fallait leur trouver une autre loi. Parce que c'est incompréhensible pour nous de voir qu'on mette des gens qui sont du corps consacré au même titre que le chef de l'État et qu'on leur donne certains avantages. Le président de la République, à l'instar du président Joseph Kabila, a été président du Congo pendant 13 ans. Pendant 13 ans, si aujourd'hui il part, c'est normal que la loi lui prévoie un certain statut. Mais tous ceux qui viennent après, membres d'assemblée, députés, je ne sais pas moi, magistrats, généraux ou quoi, en principe n'ont pas un mérite d'avoir cette loi. Ils n'ont pas de raison de figurer sur cette loi, surtout telle qu'elle est préparée en ce moment, ces derniers jours à l'Assemblée. Voilà pourquoi l'opposition a boycotté cela, parce que nous avons trouvé cela incompréhensible. Et nous ne pouvons pas endosser ce genre de loi sur notre actif. Voilà pourquoi ils ont voté eux-mêmes, mais je pense que un de ces 4 matins, la correction reviendra sur cette loi. Le chef de l'État va s'adresser demain au peuple à travers le Parlement. On ne sait pas ce qui va se dire, ça c'est tout à fait normal, mais les journaux, chacun y est allé de son commentaire. Vous vous attendez à ce qu'ils disent quoi demain? Le seul message que le président de la République peut nous donner et que le peuple congolais attend, c'est qu'il nous dise qu'il ne sera pas candidat, c'est qu'il nous dise qu'au 12 janvier, il fera la passation des pouvoirs avec le président élu et c'est tout. Malheureusement, nous en avons pris l'habitude depuis un certain moment. Quand le président Joseph Kabila part, il dit tout, sauf ce qu'attend le peuple, sauf ce que demande le peuple. Donc, pour demain, on ne s'attend à rien de spécial qui nous concerne, nous, peuple congolais, parce que nous savons que c'est un autre monde qui parlera. On a terminé, peut-être une conclusion. La conclusion, c'est de demander au peuple congolais de ne pas être dispersé.
c'est de rester derrière l'opposition congolaise. L'opposition congolaise qui va aller aux élections en ordre regroupé avec un candidat commun. Nous sommes aujourd'hui, comme en 1960, face à un choix politique important à faire. Et nous, au MLC, nous avons fait le choix de l'unité des forces sociales, politiques et sociales. Toutes les mettre ensemble. Nous mettons nos forces, nos énergies, nos intelligences ensemble pour offrir au pays la première alternance démocratique à la tête de l'État. Depuis la création de ce Congo, nous n'avons jamais vu ce jour-là. Moi, un fervent fanatique de la politique, même internationale, je l'ai vu en France, aux États-Unis, j'en ai même vu au Libéria dernièrement. Nous voulons vivre cela ici au pays, et cela est encore possible. Le président Kabila a travaillé pendant 13 ans, non 18 ans je crois. Le président Kabila a travaillé depuis 2001 à ce jour. Au mois de janvier, ça lui fera 18 ans. 18 ans au mois de janvier. 2001. Janvier 2001, janvier 2019, le 12 janvier, ça lui fera 18 ans. Vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est 17 ans. Non, je me projette jusqu'au 12 janvier 2019. Okay. Il aura travaillé pendant 18 ans et je pense qu'il devra saisir l'occasion de sortir par la grande porte et de figurer dans l'histoire du Congo, se maintenir au pouvoir ou penser à un troisième mandat qui, du reste, au vu de la constitution congolaise, n'a pas raison et n'a pas lieu d'être. Ça sera une erreur de sa part. Nous, peuple congolais, lui demandons de nous accompagner dans les élections. Et lui, il sera sénateur à vie. Ça sera pour nous un motif de bonheur et de fierté d'avoir le premier ex-président vivant en République démocratique du Congo. Nous, au MLC, nous restons ouverts. Entre les partis de l'opposition, nous disons que ce soit l'UDPS, que ce soit l'UNC, que ce soit Ensemble, que ce soit le parti du président Mokia, Jean-Claude Vouemba, j'en oublie d'autres. Tous les partis d'opposition, nous sommes disposés à discuter sur base d'un profil qui sera établi, notamment les compétences, notamment la moralité, notamment le parcours, notamment le programme, la vision. Nous allons discuter et nous serons ouverts. Si c'est le président Jean-Pierre Bemba qui passe, nous serons ouverts et nous devrons l'accompagner. Et si c'est un autre, le MLC est disposé à le soutenir, à l'accompagner. Le Congo d'abord, le Congo est plus important que nous. Le Congo nous a beaucoup donné. Il est maintenant temps que nous puissions, nous, fils congolais, donner au Congo. Pour ce qui est de la candidature commune de l'opposition, c'est pas si assez faisable parce qu'à l'UDPS, par exemple, c'est Félix Tshisekedi ou rien. Ensemble, c'est Moïse Katumbi ou personne. Martin Fayulu ne lâchera pas, même si on ne parle pas beaucoup de lui dans les médias. Il y a des candidats, peut-être d'outre-mer, comme Noël Tchani. Vous avez cité Jean-Pierre Bemba, qui j'imagine qui ne voudra pas céder sa place. Il y a beaucoup de problèmes d'ego à gérer, c'est pas facile. Vous savez, madame, vous pouvez réfléchir ou parler en termes d'ego, mais moi je sais que ces grands hommes que vous venez de citer vont tous parler au nom du Congo. Et nous savons aujourd'hui que la majorité présidentielle dans son format actuel ne peut pas gagner les élections. Si aujourd'hui l'opposition perd les élections, ça sera parce que l'opposition se sera battue contre l'opposition. Et fort des erreurs de 2006 et de 2011. En 2011, il y a eu fort des erreurs de 2006 et de 2011, madame. Nous avons travaillé, réfléchi et compris qu'il faut que nous puissions aller à ces élections en ordre groupé. Et ça sera le cas. Je vous le confirme, je vous le rassure. Même si les partis politiques d'opposition déposent chacun la candidature de son président de la République, après que les candidatures soient retenues et publiées par la CENI, nous allons discuter, nous nous mettrons ensemble pour soutenir un seul candidat. On l'a vu récemment, en 2011. Qui, je pense, sera Jean-Pierre Bemba Gombo. Était le troisième. S'il n'avait pas été là, Tshisekedi aurait remporté ces élections. Et on sent que ça sera la même chose pour cette fois-ci. Vous avez dit, madame, que le danger, comme j'ai dit précédemment, est dans l'opposition et nous n'allons pas permettre que cela arrive. Nous avons déjà commencé des discussions, vous le savez très bien, comme moi, madame, entre l'UNC, entre l'UDPS. Ce rapprochement-là, comme vous l'avez aussi vu au Congrès. Merci beaucoup. Régis Landry Kassoma d'être passé
dans ce débriefing qui se termine ici. Il est du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Ce débriefing à suivre en rediffusion demain, jeudi à 7h15, vendredi également à 7h15. À la semaine prochaine pour un autre débriefing. On va se quitter.